Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde intitulée Industrie 4.0, les défis de la cybersécurité. Alors nous sommes assis, les distances sont respectées, donc on peut enlever nos masques. Avant de vous présenter nos intervenants qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui pour partager leur expertise sur le sujet de la cybersécurité, quelques mots pour introduire le sujet. Alors pas besoin, je pense, de dresser le tableau des menaces aujourd'hui récentes, les attaques. Il suffit d'ouvrir les journaux ou d'allumer son poste de radio. Il ne se passe pas un jour sans qu'on parle d'une attaque sur une entreprise, sur une collectivité, sur un hôpital. Aujourd'hui, quand on sait qu'en plus, peu de ces cyberattaques sont rendues publiques, on se dit, on mesure un peu l'ampleur du phénomène. Justement, face à l'ampleur de ces attaques, l'État a précipité des annonces qui étaient prévues et un vrai plan national sur la cybersécurité avec 1 milliard d'euros. Donc on comprend l'enjeu aujourd'hui pour le monde économique et pour la souveraineté. La question aujourd'hui, elle n'est pas de savoir quand on est une entreprise, est-ce qu'on sera un jour cyberattaqué, mais plutôt quand. Et ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire. L'objectif, il n'est pas du tout de faire peur. Et justement, pendant cette table ronde aujourd'hui, nos différents intervenants vont vous donner... alors, on pour objectif de vous faire prendre conscience des risques, des enjeux, mais aussi de toutes les solutions qu'on peut apporter, comment on se protège en amont, comment on réagit en cas d'attaque. Et on estime aujourd'hui à 80% les attaques qui auraient pu être évitées par la mise en place d'actions simples, la plupart de ces mesures qui ne nécessitent pas d'être un expert en cybersécurité. Et c'est ce que nos différents intervenants aujourd'hui vont vous expliquer. Alors, je vais vous présenter, on va commencer par Nathalie Malissé, Nathalie qui est à distance. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc Nathalie est expert comptable, commissaire aux comptes, et elle nous apportera cet éclairage sur les enjeux stratégiques pour une entreprise et comment sur les enjeux de la cyber-résilience. Et ça permettra d'introduire le sujet. Nous enchaînerons après avec Olivier Graal, à ma gauche. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Olivier qui est le délégué régional de l'ANSSI, il pourra nous expliquer en 2 mots le rôle de l'ANSSI et son rôle notamment auprès des entreprises. Et Olivier nous présentera les risques et les menaces cyber pour les PME et tout particulièrement pour les PME industrielles, puisqu'aujourd'hui dans le cadre de Vive Industrie, c'est ce public qui nous intéresse. On enchaînera après avec Christelle Faubert. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Christelle est capitaine de police à la direction zonale de la police judiciaire Sud-Ouest, dans une unité opérationnelle, donc avec des retours très concrets, et elle pourra nous apporter la réalité des menaces en Nouvelle-Aquitaine et surtout donner les bons réflexes à avoir en cas d'attaque. Nous enchaînerons ensuite avec Laurent Baudard. Laurent, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et donc Laurent qui est le vice-président du CLUSIR, une association de professionnels de la cyber. Laurent, lui, nous présentera plus en détail les bonnes pratiques et les outils à mettre en place pour anticiper les attaques au service des entreprises. Et nous conclurons avec Pascal Fouillat, puisque je disais tout à l'heure que l'État se saisit du sujet, mais la région Nouvelle-Aquitaine a aussi adopté une feuille de route assez ambitieuse sur le sujet cyber en juillet dernier. Et donc Pascal nous en dira 2 mots. Pascal est chargé de mission cybersécurité à la région Nouvelle-Aquitaine. Et bonjour à tous. Je vous propose sans plus attendre d'enchaîner avec Nathalie et avec cette présentation sur... Nathalie va nous expliquer en quoi la cyber est un enjeu stratégique aujourd'hui pour les entreprises. Merci bien. Oui, effectivement, je voudrais vous évoquer en quoi les cyberattaques, il faut bien de s'y intéresser parce que au risque d'ouvrir des portes ouvertes, ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'il faut absolument intégrer ce risque dans la stratégie d'entreprise. Donc, comme ça a été précisé, je suis expert comptable commissaire aux comptes et à ce titre, un conseiller des entreprises et surtout un observateur privilégié de ce qui se passe et des difficultés que peuvent rencontrer les entreprises. Alors, pourquoi faut-il parler de stratégie, d'enjeux primordial pour une entreprise quand on parle des cyberattaques? Tout d'abord parce que une attaque, on le sait bien, elle peut arriver à tout moment et souvent, malheureusement, elle arrive au pire des moments. Et donc, pourquoi faut-il intégrer ça dans la stratégie d'entreprise? C'est parce que la réponse n'est absolument pas uniquement au domaine technologique. C'est-à-dire que s'il suffisait d'être bien outillé, bien équipé,
pour empêcher une cyberattaque, bien, je suis désolée de vous le dire, mais on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui, tous entre nous, et des attaques telles que NotPetya ou ce qu'a connu l'hôpital de Dax ou encore SolarWinds, tout ça, ça ne serait pas arrivé, ces attaques n'auraient pas réussi. Alors la réponse que l'on doit apporter à ce est avant tout stratégique, c'est-à-dire que la gouvernance doit prendre conscience du risque. Ce qu'on observe le plus, c'est une sorte de déni auprès des chefs d'entreprise face à ce risque. Les plus petites entreprises vont justement s'estimer trop petites pour cible. Alors c'est une erreur puisque on sait que une grande partie des attaques se fait de manière aveugle, c'est-à-dire que le pirate ne sait pas véritablement qui l'attaque, et je crois qu'Olivier va vous préciser un peu ce qui peut se passer en matière d'attaque, mais sachez que l'on peut être victime d'une cyberattaque sans forcément avoir été visé. Et puis après, on peut être aussi victime d'une cyberattaque justement parce qu'on est petit, parce qu'on est considéré par un pirate comme étant un maillon faible, le maillon faible de la supply chain. On a vu, on a déjà observé des attaques qui se font en utilisant le canal privilégié d'une relation sous-traitant donneur d'ordre ou tout simplement fournisseur à client. C'est-à-dire qu'il y a une usurpation d'identité de la petite entreprise et le pirate utilise le canal pour remonter, pour envoyer des informations ou pénétrer le système d'information d'une plus grosse entreprise qui est en fait sa cible ultime. Alors prendre conscience de ce risque d'un point de vue stratégique, c'est pas transformer tous les dirigeants en spécialistes de l'informatique, très loin de là. D'ailleurs, nous autres, les experts comptables et commissaires aux comptes, nous ne sommes pas des informaticiens, nous ne sommes pas du tout des spécialistes informatiques, mais nous avons l'habitude de procéder à l'évaluation des risques. Et notre rôle, quand on évoque le cyber-risque auprès des chefs d'entreprise, c'est justement de leur faire prendre conscience de l'existence de ce risque, faire une sorte d'état des lieux, de diagnostic, en disant le risque existe, comment êtes-vous exposé et quelle est aujourd'hui votre maturité face à ce risque. En fait, ce qui est nécessaire, c'est que le chef d'entreprise l'intègre, comme il va avoir une stratégie de développement commercial, comme il va avoir une stratégie de recrutement, comme il va avoir une stratégie de sourcing, eh bien, il doit aussi intégrer dans sa stratégie globale la sécurité de son système d'information. Et donc, pour ça, il va devoir poser un diagnostic, intégrer et maîtriser les enjeux du cyber-risque et développer au sein de son entreprise une culture et un savoir-faire autour de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, on ne sait pas bloquer totalement une attaque, on sait la détecter. Et ce qui est important dans une entreprise, c'est de bien comprendre que cette attaque, quand elle a lieu, il faut faire en sorte qu'elle n'aille pas trop en profondeur. Et il faut faire en sorte d'avoir un plan de reprise ou un plan de continuité d'activité pour éviter de se retrouver paralysé. Parce que oui, effectivement, c'est un enjeu majeur pour l'activité de l'entreprise que d'être capable de fonctionner malgré l'attaque et surtout de pouvoir répondre à cette attaque et reprendre rapidement son activité. On le voit bien aujourd'hui, on a une explosion, une évolution exponentielle du nombre de data qui sont traitées par les entreprises. La data est partout, c'est ni plus ni moins que la réponse à la digitalisation, même si le terme est impropre, à la digitalisation de l'économie. Aujourd'hui, les entreprises utilisent de moins en moins les supports papier pour privilégier le support numérique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le monde de l'industrie. Eh bien, nous l'observons et vous en êtes des témoins privilégiés, que de plus en plus, on utilise des objets connectés à Internet pour pouvoir produire, communiquer, échanger. Imaginez donc une attaque. Prenons le cas, par exemple, d'une activité d'une plateforme logistique avec des frigos. Prenons le cas d'une attaque qui se passerait, qui paralyserait totalement tout le système d'information, qui déréglerait les frigos. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait? Et pour l'entreprise victime de cette attaque, c'est forcément des pertes d'exploitation. L'indisponibilité, déjà, plus pouvoir répondre aux clients, ne pas savoir où sont forcément stockées telle et telle denrée, ou quel est le camion en premier qui doit être préparé pour les expéditions. Donc, on va être sur de la perte d'exploitation liée à de l'indisponibilité. C'est du chiffre d'affaires perdu pendant toute la période où l'on ne peut pas travailler. C'est potentiellement aussi du matériel endommagé. Si la cyberattaque conduit
pourquoi pas à la destruction des commandes numériques. Si c'est une entreprise qui est en difficulté bancaire ou qui a des grands encours, eh bien un risque important de se retrouver à découvert et donc de devoir régler des frais bancaires. On pourrait aussi évoquer des frais ou des pénalités qui seraient infligées par les partenaires. Par exemple, la grande surface qui n'a pas pu être livrée à temps et qui de ce fait va mettre en avant qu'elle a subi un préjudice en ne pouvant pas vendre des yaourts, par exemple, dans ses rayons. Pour le prestataire, c'est aussi une perte de matières premières parce que si les frigos ont été endommagés, s'ils n'ont plus respecté la chaîne du froid, eh bien tout ce qui était dedans, ce sont des choses qu'il va falloir jeter. Alors ça, ce sont des impacts financiers que l'on voit bien, que l'on comprend bien au travers de cet exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres impacts qui sont plus invisibles et pour autant qui sont très coûteux. Tout d'abord, quand on est victime d'une attaque, il va falloir en informer. Alors j'ai mis nos clients, mais ça peut être nos partenaires, ça peut être les salariés. Bref, il va falloir mettre en place une communication de crise. Et d'ailleurs, de plus en plus souvent, on voit dans la presse des articles qui font état de cyberattaques subies par telle ou telle entreprise du privé. Et on comprend tout de suite qu'il peut y avoir de la part des partenaires économiques de cette entreprise une sorte de défiance en disant « mais attendez, dites-moi, vous n'assurez pas suffisamment bien la protection de nos données ». Potentiellement, on peut se retrouver avec un problème de conformité aussi. Vous savez que depuis mai 2018, il y a une obligation qui est liée au RGPD, donc la protection des données personnelles, et une entreprise qui laisserait se faire compromettre des données personnelles pourrait avoir maille à partie avec la CNIL. Ça peut être aussi des honoraires d'avocat s'il faut se défendre vis-à-vis des litiges qui arriveraient avec les parties prenantes. Une cyberattaque, c'est aussi des frais de forensique, donc des investigations qu'il faut mener pour comprendre d'où vient l'attaque. C'est très souvent aussi des frais d'amélioration du système d'information, comprendre quelles ont été les failles et quelles sont les pistes d'amélioration, comment on peut faire pour augmenter la maturité. Être victime d'une cyberattaque, très souvent, est corrélé avec une hausse des primes d'assurance. Là aussi, c'est un coût induit, un coût caché aux cyberattaques. Potentiellement, vous pouvez non seulement perdre le chiffre d'affaires de la période d'indisponibilité, mais c'est aussi du chiffre d'affaires à venir. Et j'insiste beaucoup sur ce terme, c'est du perte de chiffre d'affaires à venir lié à la défiance de vos clients, à des personnes qui vont se détourner de l'entreprise en se disant « celle-là, elle n'est pas fiable, elle respecte pas ses délais d'approvisionnement parce qu'elle a un système d'information qui n'est pas suffisamment résistant aux attaques. » Ça peut être aussi des ruptures de marché si vous n'avez pas respecté des exigences. Parfois, dans les il y a des exigences de livraison, des exigences de disponibilité. Bloqué plusieurs semaines, eh bien malheureusement, vous ne pouvez pas respecter ces exigences. Quels sont les autres coûts induits par les cyberattaques? Ça peut être aussi la dépréciation de marque. Et quand vous avez des attaques qui sont liées à des vols de données ou de la destruction de données, mais sachez qu'on peut voir disparaître des données, des R&D, des brevets, des savoir-faire. Imaginez une entreprise qui serait courtier en assurance, qui se verrait voler son carnet client, son fichier client, donc avec la liste de tous ses clients, les conditions tarifaires qui sont appliquées, les dates de renouvellement, etc. Et imaginez, vous faites voler ce fichier-là, il est détruit par les pirates, eh bien l'entreprise disparaît. Parce que oui, il y a quelque chose d'important à savoir. Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, le risque cyber, c'est le premier péril de l'entreprise. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était habitué à se dire une entreprise, elle peut disparaître si elle perd un gros client, si elle n'est pas renouvelée sur un appel d'offres, s'il y a une rupture dans son approvisionnement. Mais on venait rarement sur cette dimension cyber. Or, malheureusement, on a quand même des exemples d'entreprises qui se trouvent en très grave difficulté financière, tout simplement parce qu'elles ont été victimes d'une cyberattaque, que cette cyberattaque ait été une paralysie de son système d'information, une destruction de données ou encore une diffusion sur Internet, notamment des informations qu'elle possède. Eh bien, tout ça, effectivement, ce sont des risques donc il faut prendre en compte parce que ça a des impacts financiers majeurs sur l'entreprise. Et donc, l'entité doit avoir dans sa gouvernance une vraie prise de conscience de l'ensemble de ces éléments-là. Nous autres, les commissaires aux comptes, ce que nous proposons, nous avons développé un outil, nous proposons de poser ce diagnostic,
C'est-à-dire qu'en discutant avec la gouvernance, au travers de questions, on arrive à établir et à mesurer l'exposition de l'entité face au risque, sa maturité. On va construire des scénarios probables d'attaque en fonction de la physionomie, de l'organisation des systèmes d'information, de la criticité des données. Et ces scénarios d'attaque, on va les dérouler et faire en sorte d'en évaluer le coût financier. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que souvent, le chef d'entreprise considère que la DSI coûte cher, qu'on a déjà mis beaucoup de moyens et que malgré ça, ça fonctionne pas parce qu'on continue d'être victime d'attaques. Eh bien, on s'aperçoit que parfois les moyens qui ont été mis en œuvre, les moyens financiers, les moyens humains, sont peut-être pas alloués au bon endroit et que souvent une chose primordiale qui n'est ni plus ni moins que la sensibilisation et la formation du personnel pour créer justement cette culture à la cybersécurité. Donc, le rôle d'une gouvernance, c'est de mettre en place un écosystème au sein de son entreprise pour aborder ce sujet avec tout le monde. Personne dans l'entreprise ne doit être laissé à part, doit être laissé de côté vis-à-vis de ce risque cyber. Aujourd'hui, les attaques, elles peuvent aussi bien venir par une secrétaire qui a ouvert un mail qui n'allait pas, que par un technicien qui plug une clé USB sur une machine pour faire de la maintenance. Donc, ce qui est primordial dans une entreprise, c'est de l'intégrer dans la stratégie. Disant quels vont être le plan d'action à mettre en œuvre pour faire en sorte bien de monitorer ce risque, de l'évaluer, de le contrer et de faire en sorte que les conséquences financières ne soient pas ne soient pas trop importantes pour pénaliser mon entreprise et pour l'amener en grave difficulté financière. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette dimension stratégique. Donc un ensemble de moyens à mettre en œuvre et notamment des moyens technologiques, ça c'est sûr, une bonne connaissance du type d'attaque qu'il peut y avoir, et bien sûr pour l'entreprise qui est victime d'attaque, là je crois que c'est Christelle qui va en parler, savoir qu'il ne faut surtout pas se taire, qu'il faut surtout pas faire comme si c'était pas arrivé, parce que on ne voit pas tout de suite quand il y a une attaque, et surtout c'est que derrière vous pouvez enclencher un risque fiscal, parce que quand vous réglez une rançon, je suis désolée de vous le dire, si vous n'avez pas porté plainte, que vous avez réglé une rançon importante en Bitcoin, on pourrait se demander s'il y a vraiment eu une attaque puisque vous n'avez pas porté plainte et peut-être que c'est vous tout simplement qui avez organisé cette fuite de capitaux. Alors là, je tire un peu le trait, je caricature, mais sachez que ça pourrait être interprété comme tel. Donc c'est vraiment un point important aujourd'hui dans la direction d'une entreprise que d'intégrer ce nouveau risque qui est lié à l'émergence des nouvelles technologies. Merci beaucoup, merci Nathalie. S'il faut retenir un message de cette intervention, c'est que la cybersécurité, c'est pas dans une entreprise un sujet à réserver au SI. C'est vraiment un sujet avec une vraie dimension stratégique à penser dans sa globalité. Et je pense que vos retours sur les différents impacts montrent bien que les impacts vont dépasser le cas du périmètre d'intervention d'un système d'information et qu'il y a de vraies stratégies à réfléchir et à mettre en place. Je vous propose d'enchaîner maintenant avec Olivier qui va alors très rapidement en 2 mots nous préciser le rôle de l'ANSSI, mais surtout nous expliquer plus en détail, peut-être pour les PME industrielles, quelles sont les menaces et les risques en venant compléter l'approche très stratégique présentée par Nathalie. Vraiment, quand on est une PME industrielle, on a peut-être plus de risques qu'une entreprise lambda face aux cyberattaques. Olivier, à toi. Tout à fait, donc je vais rapidement me présenter. Donc je suis effectivement le délégué à la sécurité numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je représente l'ANSSI qui est l'autorité nationale en matière de cybersécurité. L'ANSSI commence à être visible au niveau national depuis que certains événements cyber ont été publiés sur les médias. Nous essayons effectivement d'aider et d'accompagner les entreprises à de meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Et je voudrais revenir rapidement sur quelques fondamentaux et expliquer pourquoi effectivement la cybersécurité devient une priorité dans les entreprises. On a d'une part des chefs d'entreprise qui méconnaissent le risque et qui par contre s'engagent dans une transformation de leur entreprise avec une forte numérisation de tous les services, que ce soit la finance, le commerce, la logistique
et l'outil industriel, puisque on voit effectivement l'omniprésence aujourd'hui des objets connectés et des automates pour industrialiser les procédures de fabrication, et donc une adhérence de plus en plus grande au numérique au sein de l'entreprise. Et malheureusement, ces chefs d'entreprise qui mènent ces campagnes donc, de numérisation oublient un fondamental, c'est que la cybersécurité n'est pas le problème des informaticiens, mais bien le problème de tous les chefs de service dans l'entreprise. Donc il est, on l'a évoqué tout à l'heure, fondamental d'en avoir conscience et de s'armer en conséquence. Donc que chaque chef de service analyse le risque le concernant et prenne les mesures nécessaires pour se protéger. D'autre part, on a une généralisation du numérique aussi du côté des cyberattaquants avec une mondialisation d'Internet et la possibilité de mener des campagnes d'attaque d'à peu près partout sur le globe, y compris sur des zones sur lesquelles les règles françaises ne s'appliquent pas. Et le constat, c'est qu'il y a une très très forte augmentation de la menace cyber, puisque les cyberattaquants ont très bien compris l'intérêt de l'outil numérique, qui effectivement les expose faiblement à une réplique, puisque vous pouvez mener vos attaques d'à peu près partout. Et vous pouvez aussi assurer votre anonymat en utilisant des outils pour vous cacher derrière de fausses identités. Donc le constat, il est là, hein. On l'a vu notamment dans le cadre du Covid. On a une augmentation de plus de 600% des attaques en début d'année qui sont liées à une surexposition des réseaux numériques des entreprises durant la période Covid pour permettre aux entreprises de télétravailler. Donc ça a créé un appel d'air, des opportunités qui ont été exploitées durant les premiers mois pour faire de la cartographie de vos systèmes d'information. Et en ce début d'année, on a vu effectivement une très forte augmentation des attaques, notamment des attaques de type ransomware, donc, qui consiste à chiffrer vos systèmes et à vous demander une rançon. L'objectif étant effectivement de gagner de l'argent, sachant que le montant annuel des gains de la cybercriminalité, aujourd'hui, il est évalué à plus de 1000 milliards de dollars. Donc vous comprenez qu'il y a effectivement énormément d'intérêt pour les cyberattaquants de continuer à vous harceler et à venir vous voler des informations. Les motivations sont toujours les mêmes. Le gain, l'appât du gain, bien évidemment. Le vol de données, et ça c'est souvent négligé par les chefs d'entreprise. Si vous êtes détenteur d'un savoir ou d'un savoir-faire, vous devenez intéressant quelle que soit la taille de votre entreprise. Et il est plus facile pour un de vos concurrents de venir vous voler vos savoir-faire que d'essayer d'imaginer par eux-mêmes des méthodologies de travail. Du coup, si vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour protéger ce qui fait la valeur de votre entreprise, vous allez être victime de ce type de vol, et quelle que soit la taille de votre entreprise. On a également des actions de destruction, malheureusement, pour diverses raisons. Ça peut être des raisons politiques, ça peut être des raisons de concurrence. L'idée étant de vous empêcher de travailler correctement pour prendre des marchés, par exemple. Donc la prédation numérique va tous vous concerner, et il est important que vous releviez le niveau de conscience dans vos entreprises et que vous compreniez que le I de SSI, donc sécurité des systèmes d'information, c'est bien information et non pas informatique. En ce qui concerne les entreprises, les producteurs et les entreprises donc de votre secteur d'activité, il y a un autre constat, c'est qu'on a toujours tendance à résumer le problème à de l'informatique. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos systèmes de production sont aujourd'hui connectés. Les derniers incidents cyber de début d'année que l'on a pu constater sur la région Nouvelle-Aquitaine ont eu des impacts majeurs sur des sites industriels dont la production a été arrêtée, avec les conséquences financières qu'on a développées avec Nathalie Malissé tout à l'heure. Il y a un autre élément très très important, c'est de garder à l'esprit qu'une attaque cyber se doit d'être bien appréhendée sur toutes ces problématiques, y compris l'aspect
communication. Le constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise considèrent une attaque cyber comme une maladie honteuse. Ils oublient que malheureusement, on sera tous concernés. Donc il ne faut pas aujourd'hui avoir peur de s'exposer et d'informer ses clients et ses voisins du fait qu'on a pu être victime d'une attaque cyber. Vous allez, en informant vos clients, déjà limiter le risque que l'information circule à votre dépens et qu'effectivement, ce soit les médias qui s'emparent de l'affaire et que vous perdiez la maîtrise de la communication. D'autre part, le constat qu'on a pu faire sur les affaires que l'on a suivies, c'est que le fait d'être victime et de ne pas communiquer va amener vos clients à devenir suspicieux sur votre capacité à protéger leurs intérêts. Il y a plusieurs cas notoires sur la Gironde ces dernières semaines où des sociétés se sont vues victimes d'une attaque de ransomware, ont refusé de communiquer l'information à leurs clients. Malheureusement, quand vous êtes aujourd'hui victime d'un ransomware, il va y avoir communication de l'information par les rançonneurs, puisqu'ils ont mené 2 actions. La première, c'est exfiltrer vos données, la deuxième, c'est les chiffrer. Et comme on va éviter de payer les rançons, puisque ça ne sert strictement à rien, les gens vont essayer de monnayer les informations qu'ils auront récupérées et vont les publier sur ce qu'on appelle le dark web. Et si vos clients donc suivent un peu l'actualité du dark web, il y a de fortes chances effectivement qu'ils découvrent vos vulnérabilités, qu'ils découvrent vos accidents cyber et que derrière, si vous ne l'avez pas informé, que vous perdiez leur confiance et que derrière, ils refusent de travailler avec vous dans le futur. Donc il y a un énorme impact sur l'aspect médiatique. Donc il est vraiment vital pour vous aujourd'hui de faire le nécessaire pour à la fois vous protéger en interne, mais aussi accepter le fait de communiquer vis-à-vis de vos pairs pour limiter les conséquences médiatiques. Sur les aspects physiques, je vais vous donner 2-3 anecdotes si ça vous intéresse pour vous expliquer un petit peu ce qui pourrait vous arriver. On a un premier exemple emblématique aux États-Unis qui vient d'arriver, c'est une attaque d'un gestionnaire des eaux d'une agglomération en Floride qui a été victime d'une cyberattaque avec pour conséquence une tentative d'empoisonnement de la population. Donc c'est le genre de choses qu'on peut aujourd'hui tout à fait envisager dans une entreprise. Donc si je prends la main sur votre système d'information et que vous avez des systèmes industriels connectés, je vais pouvoir transformer, voire utiliser à votre escient vos équipements. On peut imaginer donc effectivement ce type d'attaque extrême, essayer d'empoisonner des gens, mais on pourrait aussi tout à fait imaginer bloquer la production ou plus fréquemment, modifier éventuellement vos systèmes d'information pour compromettre la qualité des produits que vous allez proposer à la vente. Et derrière, décrédibiliser votre entreprise, puisque ce type d'attaque ne sera pas forcément visible immédiatement. Donc vous allez peut-être livrer des produits qui auront été modifiés, qui ne respecteront pas les cahiers des charges des entreprises qui vous auront sollicité, avec les conséquences financières donc, que cela peut avoir. Donc, je voudrais, pour terminer mes propos et laisser la main à mes chers collègues, que vous releviez le niveau de conscience dans vos entreprises, que vous arrêtiez de penser que la cybersécurité est un problème d'informaticien, que effectivement vous acceptiez le fait donc de consacrer un peu plus de budget à cette problématique-là et que vous acceptiez de communiquer avec nous pour qu'on puisse vous accompagner durablement et éviter ce type d'écueil. Merci beaucoup Olivier, je pense que l'objectif il est clair, il n'est pas de faire peur, mais plutôt de faire prendre conscience du caractère impératif d'agir aujourd'hui sur la cybersécurité, notamment quand on est une entreprise industrielle. Je vous propose maintenant de passer à Christelle Faubert. Christelle qui va nous expliquer quelle peut être l'action de la police, quelle est aujourd'hui l'action de la police sur ces sujets de cybersécurité, et puis aussi vous faire part des bons réflexes qui sont justement sur ces questions de préservation de la preuve avant l'intervention de la police. Merci Christelle. Merci.
Donc effectivement, j'appartiens donc à une unité opérationnelle de lutte contre la cybercriminalité qui dépend de la direction zonale de la police judiciaire, donc sur la zone sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, en Nouvelle-Aquitaine, le constat est sans appel. On a eu une augmentation exponentielle des affaires de piratage ou des affaires liées à la cybercriminalité. Alors sans vouloir schématiser, parce qu'encore une fois, et pour ne pas être redondante par rapport aux propos de Olivier Graal, effectivement notre chiffre en plus n'est pas le bon, puisqu'il s'agit des procédures entamées, donc des plaintes déposées. Donc on a un chiffre qu'on pourrait appeler noir, effectivement, de l'état réel de la situation. Maintenant, pour schématiser, ce qu'on a pu observer, en tout cas sur l'année 2020 et en ce début d'année, concrètement, c'est que tout le monde est touché de manière aveugle, hôpitaux, collectivités territoriales, petites entreprises, gros groupes, avec des conséquences qui sont parfois catastrophiques. L'arrêt, effectivement, comme on le rappelait, de la production. On a aussi vu, effectivement, ce qui a été le plus important, c'est l'augmentation des rançongiciels, puisque ces rançongiciels ont touché pas mal d'entreprises, petites et grandes. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les groupes cybercriminels se sont organisés différemment, ce qui a peut-être eu pour conséquence aussi une augmentation des victimes. À savoir que ces groupes criminels organisés et à l'échelle internationale se sont dit qu'ils gagneraient peut-être un peu plus d'argent en proposant plutôt les services de rançongiciel à d'autres personnes qui ne sont pas forcément techniquement au fait de ça, mais pour pouvoir augmenter leur utilisation. Donc effectivement, je rappelle que par rapport à ces attaques, le rançongiciel, payer la rançon, ça ne veut pas dire qu'on récupère les données, certainement pas. Et surtout, derrière un rançongiciel, si on ne dit rien, c'est parfois d'autres problématiques comme l'exfiltration de données. Je voudrais également quand même appuyer sur une autre situation, c'est qu'on a vu aussi une augmentation de ce qu'on appelle les faux ordres de virement internationaux, avec l'utilisation d'une technique qui est le social engineering, ce qui me pousse à vous dire que effectivement les systèmes d'information, ce n'est pas une affaire d'informaticiens, mais il s'agit aussi de sensibiliser l'ensemble du personnel, puisque le social engineering, c'est, alors sans être trivial, c'est l'ouverture de la société sur Internet avec les coordonnées peut-être du service comptable et cet appel qui est fait en se faisant passer pour avec des sommes d'argent qui vont pouvoir être virées. Donc ça, on l'a constaté l'année dernière et également ce début d'année. Et je vais vous expliquer aussi que le maître mot pour nous, ça va être la rapidité et la réactivité dont vous allez faire preuve et par conséquence nous aussi. Je ne peux pas exclure, parce que se protéger de l'extérieur, c'est très bien. Maintenant, on a constaté aussi des attaques internes. Alors les exemples sont divers et variés. Un employé mécontent qui va effectivement prendre des données et pour le coup, il est bien placé pour les prendre puisqu'il peut avoir toutes les habilitations ou autorisations. Alors pour le coup, ce n'est pas ma partie, mais aussi au niveau de l'intelligence économique, on peut constater les affaires d'espionnage et d'exfiltration de données. Voilà. Mon propos est vraiment d'appuyer qu'il y a eu une augmentation exponentielle de toute façon de ces affaires de piratage, certainement en lien avec la crise sanitaire, mais aussi avec des outils utilisés de plus en plus numériques. Je vais continuer mon propos. Alors voilà, je ne veux pas utiliser un slogan surfait, mais ce serait vous dire isolez les systèmes du réseau qui ont été attaqués, mais ne vous isolez pas. Parce qu'effectivement, nous ne sommes pas des acteurs de remédiation. Je vais prendre le parallèle avec une scène de crime. Quand les pompiers ont à intervenir, nous ne gênons pas l'action des pompiers. Cependant, nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé afin de préserver cette scène de crime. Donc effectivement, isoler du réseau sans effacer les traces de l'incident, pour nous, ça va être important. Principalement, on va avoir besoin peut-être de la copie de la machine infectée, des journaux de connexion. Donc voilà, les maîtres mots, on va dire confiner, isoler, sauvegarder, collecter et communiquer. Alors ça, quand la crise arrive, en fin de compte, tout ça doit être préparé au préalable, même à savoir nous contacter. Nous contacter
c'est aussi vous accompagner dans tout ce processus et vous accompagner aussi dans la plainte. Donc effectivement, on pourrait dire changer tous les mots de passe, mais Olivier Graal a déjà rappelé ce type de mesures à prendre. Et j'insiste encore, c'est vraiment l'objet de mon propos, c'est vraiment déposer plainte en termes de, entre guillemets, de solidarité entrepreneuriale, puisque quand vous déposez plainte, ça nous permet aussi d'avoir un état de la menace et vous d'être considéré comme victime. Je reviens un petit peu sur les fraudes, les fraudes aux virements internationaux. Plus nous le savons de bonne heure, à savoir dans les jours où le virement a été fait, plus nous avons de possibilités de pratiquer des pratiques de rappel de fonds, donc de récupérer cet argent qui a été envoyé. Et ça, c'est capital. Encore une fois, ça va être la rapidité dont vous allez faire usage et de pouvoir nous contacter. Alors quand je dis contacter les services de police, il va s'agir de toutes les forces de sécurité intérieure, à savoir également la gendarmerie, de prévenir, voire effectivement de passer également par le réseau qui se construit depuis plusieurs années, avec aussi les acteurs de la remédiation. Donc voilà, la phrase, effectivement, ce serait figer votre système en l'état, effectuer la copie des données avant de résoudre l'incident. Parce que nous, et encore une fois, effectivement, la police judiciaire, je vais parler de cette fameuse scène de crime, nous, toute la scène de crime qui va être entachée, eh bien, ça va être des capacités d'enquête amoindries pour nos services. Merci. Donc voilà, il y a effectivement pour déposer plainte, venir parfois, il faut le constater, venir au commissariat, à la gendarmerie pour déposer plainte pour un piratage. Je le reconnais, c'est pas toujours facile. Nos structures font aussi des efforts pour former les effectifs qui prennent les plaintes pour pouvoir répondre à cette attente. Mais cependant, il y a une adresse mail maintenant dédiée aux entreprises qui sont victimes de cyberattaques pour la région Nouvelle-Aquitaine qui s'affiche donc à l'écran, qui est cybermenace-bordeaux@intérieur.gouv.fr. Cette adresse mail, vous allez être appelé assez rapidement pour savoir effectivement, pour mettre en place ce processus et vous dire ce qu'il nous faut pour venir déposer plainte dans nos services ou le cas échéant que nous nous déplacions. C'est une éventualité. Donc je vous invite fortement effectivement encore à retenir ces maîtres mots, venez déposer plainte et surtout conservez toutes les données et appelez-nous. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, donc oui, sur la plainte, les informations qui sont à nous communiquer, ça pourrait par exemple faire l'objet, ne serait-ce que d'une fiche réflexe, d'avoir, eh bien, ça va être effectivement, on a besoin de connaître le périmètre de l'incident avec le descriptif de l'architecture, l'historique, le contexte de l'incident, ce que vous avez pu voir, constater, l'évolution, savoir quand ça a commencé et la fin de cet incident, et également ce que je disais précédemment, ça va être l'ensemble des données réseau sur la période de l'incident, avec effectivement les statistiques de flux et également tout ce qui va être la duplication de vos systèmes qui ont été touchés par cet incident, à savoir, encore une fois, le maître mot, ça va être la conservation des preuves et indices, et surtout d'archiver, pour pouvoir, au moment où vous viendrez déposer plainte, pouvoir nous communiquer tous ces éléments. Donc ça va être ça effectivement le plus important, c'est là où va résider la réussite d'une enquête. Alors je sais ce qui peut vous venir en tête, c'est est-ce que des personnes sont interpellées? Oui, dans l'actualité, effectivement. Alors nous travaillons avec les instances internationales que sont Europol et Interpol, et effectivement, nous communiquons l'ensemble de nos informations afin qu'il y ait des enquêtes qui soient diligentées non pas qu'à l'échelle régionale, nationale, mais à l'échelle internationale. Merci beaucoup Christelle, c'est très important. Je vois dans le chat qu'on avait justement un commentaire avec une suggestion pour coincer la racaille qui vole des données. La police est là pour ça, police et gendarmerie, et c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience, qu'on peut alors dans un cas déjà récupérer des fonds qui ont été versés, mais aussi par les enquêtes menées par les forces de police et de gendarmerie, coincer en effet les auteurs de ces cyberattaques. C'est un élément important à prendre en compte, et on retiendra de cette intervention qu'il faut
porté plainte, que c'est vraiment la clé pour les suites quand on a été attaqué. Je vous propose maintenant de passer la parole à Laurent Baudard, donc vice-président du CLUSIR, qui va nous présenter les bonnes pratiques et les outils qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour anticiper, se protéger et réagir. Laurent, tu as 10 minutes pour nous éclairer sur le sujet. Bon, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Parfait. Bon, je n'ai que 10 minutes. Bon. Oui. Lourd sujet en 10 minutes. Premier point, l'industrie 4.0 est une nécessité aujourd'hui. L'usine 4.0 est en train d'aborder sa transformation digitale, et cette transformation digitale aujourd'hui amène toute l'intégration des services numériques et des technologies, était une nécessité en tout cas pour arriver à cette usine 4.0 auquel prétendent de nombreux industriels, et c'est tout à fait légitime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, un certain nombre d'équipements, d'infrastructures industrielles étaient déconnectés du numérique. Quelque part, cela ramenait une certaine stabilité et protection. Aujourd'hui, l'intégration totale de la partie numérique amène à cette transformation et bien évidemment à une exposition sans commune mesure par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent. L'industriel doit comprendre que la transformation numérique ne peut se faire qu'en intégrant la cybersécurité dans sa stratégie. Et les enjeux de cybersécurité sont gages de confiance et correspondent à une nécessité aujourd'hui d'avoir une transformation digitale tout à fait performante pour avoir une usine, encore une fois, 4.0. Alors 4.0, tout compte fait, c'est une structure, une chaîne de valeur de bout en bout qui est complètement transverse, qui permet de la conception à la fabrication de bénéficier de toute la technologie pour les différentes raisons que je ne vais pas développer là. Toutefois, aujourd'hui, les entreprises le savent, mais je pense que dans le monde industriel, c'est encore un peu difficile. La cybersécurité n'est vraiment plus une option. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, un premier point, s'il y a une hyperconnectivité, c'est que l'ensemble des équipements, tout fonctionne sur un réseau. C'est déjà le premier problème. Beaucoup d'entreprises ont qu'un seul réseau, c'est le réseau informatique, tout compte fait. Et n'importe quel pirate, n'importe quel attaquant accédera aussi bien au système de gestion, système commercial, le système d'information dans sa globalité, que les machines-outils que l'on peut trouver dans une usine. Alors peut-être 3 points et en complément de tout ce qu'on vient déjà d'évoquer. Parlons de l'usine en tant que telle. Alors l'usine, c'est une superstructure et une infrastructure. Dedans, on retrouve des machines-outils, on peut trouver des robots, on trouve des cobots aussi, nos fameux robots qui assistent les opérateurs, qui, entre parenthèses, ne sont plus protégés dans une cage comme auparavant. Donc, il peut même y avoir une atteinte à la sécurité des personnes, éventuellement, si les cobots se font pirater. En tout cas, la question est posée. L'usine doit appréhender ces problématiques de cybersécurité. Ça peut être dans la gestion du traitement du bâtiment, la gestion électrique, la gestion centralisée de l'ensemble des automates, par exemple. Un autre point qu'on oublie souvent, c'est que souvent tous ces équipements sont gérés à distance pour de la télémaintenance. Donc on a un certain nombre de prestataires qui eux aussi devraient mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité pour améliorer les accès sécurisés aux équipements quand il faut intervenir pour du maintien en condition opérationnelle, bien évidemment. Mais dans notre jargon, entre experts cyber, on parle aussi de maintien en condition de sécurité. Il peut y avoir la nécessité de patcher les équipements pour couvrir des vulnérabilités. Donc déjà, l'usine en elle-même peut déjà être un point qui intègre l'ensemble des mesures de sécurité nécessaires. Autre point auquel on ne pense pas toujours et qui aujourd'hui est absolument fondamental, c'est une démarche notamment dans la conception des produits que fournira à ses clients l'entreprise. C'est bien évidemment tout ce qui concerne le security by design. Aujourd'hui, la R&D doit absolument appréhender la sécurité dès la phase de conception de ses produits.
Utiliser aussi des outils de conception qui intègrent les problématiques de sécurité. Ça peut être dans la conception assistée par ordinateur, la CAO, mais aussi la FAO, hein, tout ce qui est fabrication assistée par ordinateur. Des usines peuvent se retrouver bloquées parce que les ordres de fabrication sont incohérents et l'usine ne peut plus produire les équipements attendus. Olivier Graal l'a sous-entendu tout à l'heure, si je puis dire, c'est-à-dire que il y a aussi des subtilités dans les attaques où l'idée est plutôt de produire un équipement de mauvaise qualité que l'industriel ne pourra pas percevoir tout de suite afin de le nuire sur son marché. La protection du savoir-faire, la protection du patrimoine informationnel est donc un enjeu majeur. On parle des brevets industriels, intellectuels, pardon. Bien évidemment, tous ces aspects-là sont nécessaires. Mais on voit déjà une tendance aujourd'hui à ce que dès la phase de conception, dès la phase d'intégration des outils, l'intégration du code embarqué sur des équipements, sont déjà corrompus ou possèdent des backdoors ou en tout cas des failles de sécurité qui permettront de générer des incidents industriels sur le marché, par exemple. Ça peut être une voiture connectée, ça peut être un drone, ça peut être un tracteur. Les tracteurs aujourd'hui sont connectés. Et tout objet connecté utilisé dans la vie au quotidien, que ce soit les objets qu'on utilise dans sa sphère privée, comme les objets connectés utilisés à des fins professionnelles pour accompagner l'opérateur. Donc ça veut dire que la R&D est fondamentale pour embarquer la cybersécurité dans la conception des produits, l'usine pour pouvoir les fabriquer, et puis on finit sur le produit lui-même. Tout ce qui est embarqué dans l'outil, disons le produit fini de l'entreprise, devra nécessairement tenir compte d'un certain nombre de mesures de sécurité et être en capacité de protéger un minimum, peut-être les données que l'objet embarque, peut-être qu'il y a des données sensibles, la nécessité aussi, encore une fois, d'accéder à l'équipement s'il y a besoin de maintenance, etc., etc. Donc on voit bien que tous les enjeux et toutes les problématiques de cybersécurité que l'on a vécues depuis des décennies dans le monde du système d'information, tout simplement, on les retrouve avec un peu de décalage, j'allais dire, mais dans le monde industriel. Alors, la cybersécurité est un critère différenciateur et toute entreprise industrielle devrait le mettre en avant vis-à-vis de sa concurrence. Pour moi, ça me paraît fondamental. Et puis vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses donneurs d'ordre et partenaires financiers, on l'a évoqué tout à l'heure avec Nathalie Malissé, il y a une notion de confiance numérique, car s'il y a demain un incident industriel avec le produit fini, par exemple, je repense encore à la voiture, puisque des tentatives de piratage sur voitures connectées sont légion aujourd'hui, ils sont pas si compliqués que ça à mener. Ça pose une vraie problématique sur la confiance dans l'usage, et puis évidemment, l'industriel en pâtira en termes d'image et toutes les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. Un dernier point industriel sur le risque industriel, j'allais dire, autour de la cyber. C'est peut-être un sujet auquel je tiens souvent, c'est la politique de patch management, à savoir que si demain vous devez rapatrier 2000 caméras ou 2 millions de véhicules parce que vous avez un problème de cybersécurité, ça va être très très compliqué financièrement à mener, et en termes d'image, l'industriel aura quand même du mal à gérer cette crise, car bien évidemment aujourd'hui, comme on le voit en ce moment, tout incident est traité par les médias et les impacts sont considérables. Voilà. Je crois que j'en ai fini. J'ai pas parlé de résilience, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La notion de résilience est importante pour l'usine. On peut rappeler, sans vouloir le citer, mais on peut rappeler Renault qui avait fermé son usine il y a quelques mois pour des problématiques d'attaques cyber. Quelles sont les entreprises qui sont capables de s'arrêter plusieurs mois ou plusieurs semaines dans un contexte actuel, en plus le contexte sanitaire? Donc tous ces éléments doivent vraiment être appréhendés par la direction générale, et la cyber fait partie du top 3 des risques de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent, c'était très clair. On a quelques questions qui tombent sur le chat. Alors très rapidement, un petit point technique, que veut dire patcher un équipement en 2 mots? Patcher.
Donc, ce qu'on appelle le patch management, hein, c'est les mises à jour logicielles sur un produit, quel qu'il soit. Ça peut être un robot, ça peut être votre téléphone portable, tout simplement, quand vous le mettez à jour. Il y a un certain nombre de mesures pour couvrir les vulnérabilités qui suivent un cycle de mise à jour régulière pour sécuriser et durcir au maximum l'équipement et résister au mieux aux cyberattaques. Donc, il y a des patchs de sécurité dans tous les domaines aujourd'hui. Voilà. Merci, ça veut dire surtout quand votre ordinateur vous propose des mises à jour, il faut les faire parce qu'il y a souvent dans ces mises à jour des correctifs sur des failles de sécurité qui ont été identifiées. C'est un point important. Merci beaucoup Laurent. On va maintenant passer la parole à Pascal Fouillat, donc Pascal qui va nous présenter la stratégie adoptée par les élus en région Nouvelle-Aquitaine pour répondre à un certain nombre d'enjeux autour de la cybersécurité. On avait une question, alors je te la donne Pascal en avance de phase dans le chat, qui demandait s'il existait une aide financière en région pour accompagner les entreprises du type mise en place d'une stratégie cyber ou bien audit du SI sur le volet protection cyber. J'imagine que tu avais prévu d'y répondre, mais comme ça, tu l'as en tête. À toi, Pascal. Merci. En fait, dès 2017, le président de région a sollicité ses services pour voir quel pouvait être, sur un sujet aussi sensible, le rôle de la région. La région a mené durant les années 2018 et 2019 un grand nombre d'entretiens avec des organismes privés, publics. La région a brassé très large. Et tout ça a conduit à le vote par les élus d'une feuille de route en juillet 2020. Qui s'affiche aujourd'hui à l'écran. Alors, cette feuille de route, on ne va pas la détailler bien évidemment, c'est 28 actions réparties dans 3 grands objectifs. Pour plus de détails, un lien est écrit sur le slide ici que vous pouvez utiliser. Disons que ces 28 actions, dans lesquelles je vais essayer d'isoler celles qui concernent plus les filières industrielles, 3 objectifs. La première, c'est comment stimuler la mise en synergie des initiatives dans la région, parce qu'il y en a beaucoup. On a vu celle, déjà indirectement, que mène l'ANSSI dans les régions via sa délégation, celle présentée par Christelle pour la police, il y en a pour la gendarmerie, il y en a avec Pôle emploi, de nombreuses actions. Donc on a essayé de définir notre rôle, nous, région Nouvelle-Aquitaine, dans ce cadre-là. Dans l'objectif numéro 2, qui est un objectif majeur, les actions, elles privilégient les actions de sensibilisation et de formation. Sensibiliser, c'est primordial. Et ensuite, former, ça sera juste une conséquence normale de cette sensibilisation. Et enfin, dans l'objectif 3, on cherchera à avoir une vision consolidée à moyen et long terme à travers l'innovation en cybersécurité et notamment la recherche académique ou industrielle. Bien, donc par la suite, une des actions majeures du premier objectif, il est apparu rapidement qu'il y avait une nécessité d'avoir des services de proximité répartis dans toute la région. Or, la région, comme tout le monde le sait, est très grande. Et donc, nous avons consulté beaucoup et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait faire émerger des centres qu'on appelle aujourd'hui centres de ressources en cybersécurité et dont l'activité pourrait être des activités d'animation, c'est de la sensibilisation, des activités de valorisation de l'offre de produits et services disponibles en région, mais notamment à proximité des entreprises qui en ont le plus besoin, notamment celles qui sont attaquées ou qui souhaitent se prémunir de ces attaques. Donc des actions de sensibilisation, on en a parlé, comment conduire des actions d'innovation au plus près des territoires, et d'autres prestations comme la mise en place d'accords cadres, de marchés cadres pour l'acquisition de solutions et cybersécurité et qui répondent partiellement à la question posée par notre chef d'orchestre en début de
de ce discours. Alors, les centres de ressources dont nous avons parlé, aujourd'hui, il y a essentiellement 4 initiatives qui commencent à bien se formaliser, et notamment la plus en avance, on l'observe du côté de Niort, qui réunit maintenant un grand nombre de partenaires, des universitaires, des associations, des organisations publiques, des collectivités, mais aussi beaucoup de monde du privé, qu'il s'agisse des domaines de l'assurance, des mutuelles, mais aussi des associations comme le SPN, bien impliquées dans le domaine du numérique. Donc, on a d'autres initiatives sur Limoges et Mont-de-Marsan qui sont plus dans un état, on va dire, embryonnaire. Mont-de-Marsan s'appuie notamment sur une expertise très forte dont elle dispose avec la base aérienne 118, où on a un groupe de cyberdéfense bien connu et un gros groupe de l'armée de l'air. Et sur Bordeaux, ça prend une forme un peu plus différente. C'est une chaire industrielle qui va réunir universitaires et privés sur ce sujet. Deuxième gros sujet, que je ne vais pas détailler fortement, mais le président a souhaité, et à juste titre, qu'il y ait un cybercampus régional qui se mette en place. Alors c'est quoi un cybercampus ? Aujourd'hui, on est toujours dans la définition de ce cybercampus et de ses missions, mais ce sera un lieu totem qui sera la vitrine de la dynamique régionale autour de la cybersécurité. Une des premières briques de ce cybercampus verra le jour dès cette année sous la forme de ce qu'on appelle un CCIRT, qui est essentiellement un centre de réponse à incidents, mais aussi un centre d'information sur les risques cyber. Et donc ça, c'est une initiative de l'ANSSI qui souhaite que dans chaque région émerge ce type de structure, qu'elle fonctionne en réseau et qu'elle soit associée à une structure nationale du même type offrant un nombre de services plus important qu'on appelle le CERT France, le CERT FR. Voilà, dans ce cadre-là, donc, il y aura une réponse qui sera fournie dès 2021 et pour lequel vous serez donc rapidement informés. Ensuite, nous avons confié dans le cadre d'un grand nombre d'actions sont en cours, hein, dont notamment toutes les actions liées à l'industrie, ont été confiées pour la partie opérationnelle à notre agence de développement ADI-ENA. Et dans ce cadre-là, une des actions sera la création d'un portail numérique pour sensibiliser, informer et accompagner tous les acteurs économiques néo-aquitains. Donc je ne vais pas détailler tous les cartouches qui sont ici, mais vous y voyez les actions classiques. Ça sera alors cette plateforme, on doit le préciser quand même, ce n'est pas la région qui fait ça dans son coin, elle le fait en pleine collaboration avec l'ANSSI, avec la police, avec la gendarmerie et aussi avec l'organisme cybermalveillance au niveau de l'État. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de cohérent qui permette d'accélérer tous ces sujets autour de la cybersécurité. Voilà. Et donc, si je reviens à la feuille de route régionale maintenant, et pour préciser quelques actions proches de l'industrie, nous en avons, alors j'en ai cité 2 qui relèvent de l'objectif 2, et je vais passer tout de suite dans le détail de celle-ci. Donc, concernant les entreprises, plusieurs actions vont être lancées. Il y en a une qui est désormais lancée, que l'on a intitulée « Marché audit flash de sécurité des systèmes d'information ». Ce marché donc, vient d'être notifié cette semaine. Le prestataire est Orange Cyberdéfense et un appel à manifestation d'intérêt sera publié a priori lundi.
et vous y aurez accès à travers le guide des aides de la région Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de cet audit flash, qui s'adresse dans cette phase à des entreprises de taille importante, c'est-à-dire les ETI et les PME de plus de 100 employés, donc une cible d'entreprise qui n'est pas directement adressée par l'ANSSI, puisque l'ANSSI a en priorité dans son sac à dos, on va dire, les organismes d'importance vitale et les organismes de services essentiels. Donc, nous intervenons dans la chaîne logistique, dans la chaîne de valeur de toutes les filières industrielles, sur les maillons suivants que sont les ETI et les grosses PME. L'idée est d'auditer la maturité en termes de sécurité numérique des entreprises, d'évaluer les vulnérabilités de cette entreprise et de fournir aux entreprises une feuille de route, donc, qui devra les accompagner dans l'élaboration de leur politique de sécurité des systèmes d'information ou dans l'amélioration de cette PSSI, comme on dit, si, par ailleurs, elle existe déjà dans l'entreprise. Donc, il s'agit d'un premier lot de 50 entreprises. Nous avons pris le parti que pour cette première phase, la prestation serait entièrement gratuite pour l'entreprise. C'est une prestation de 5 jours, dont 3 sur le site de l'entreprise. Et elle va s'étaler sur une période de 12 à 18 mois, 12 mois minimum, on va dire. Et elle nous permettra à nous, régions, de déterminer les actions futures à engager sur cette cible d'entreprise, éventuellement un deuxième lot qui ne sera pas obligatoirement 100% gratuit, donc il y a peut-être intérêt à se mobiliser rapidement si on veut profiter de la gratuité. Voilà, et d'autres types d'actions. Merci, je vais en arrêter. Merci Pascal, c'est un aperçu, mais on a dans le chat le lien qui a été envoyé en effet vers la feuille de route régionale et également vers le guide des aides. J'imagine qu'on retrouvera cet accompagnement audit flash bientôt disponible, ainsi que l'AMI pour y candidater. C'était très clair. Je signale qu'à la fin de l'année, quand même, en complément de ça, une autre action vis-à-vis des autres entreprises, TPE et PME, sera initiée via un marché à la fin de l'année, mais prendra une autre forme. Merci pour ces précisions. Alors il est 14h33, on a très légèrement dépassé. Je voudrais juste répondre à quelques questions qui ont été posées. Alors une première, alors c'est une sollicitation, on demande si l'ANSSI pourra faire cette présentation devant le MEDEF et la CPME de Lorraine. Alors, je ne sais pas si Olivier, tu as un collègue, parce qu'Olivier, tu es sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cas-là, on donnera le contact. C'était juste pour répondre. Voilà, bien évidemment. Donc, bien évidemment. 2 questions ensuite, assez rapidement, si vous voulez bien. Une première qui est sur l'existence d'assurance cyber pour les entreprises. C'est vrai, quand on voit tous les risques qui sont exposés, on se demande s'il est possible pour une entreprise de s'assurer. Est-ce que c'est Nathalie qui peut répondre ou peut-être Olivier rapidement ? Oui, je peux répondre effectivement. Oui, il existe des assurances cyber, c'est-à-dire que tous les grands faiseurs, tous les grands assureurs désormais proposent des assurances pour couvrir les risques cyber. Ce que moi je recommande, c'est de bien évaluer en collaboration avec votre assureur quels sont les plafonds à mettre en place, parce que ça sert à rien de surassurer. Au contraire, c'est très dangereux de sous-évaluer les risques et les conséquences, notamment liées à la perte d'exploitation qui pourrait survenir. Donc, c'est une vraie discussion que vous devez engager avec les assureurs. Pour les plus petites entreprises, c'est encore très peu cher, mais c'est vrai qu'avec l'augmentation des sinistres, j'ai bien peur que les polices augmentent et assez rapidement. Donc, je vous invite à très vite prendre contact avec vos assureurs. Ça n'empêche pas les attaques, c'est juste que ça limite les conséquences financières et c'est bien utile dans ces périodes-là. Merci beaucoup Nathalie. Olivier, pour compléter si besoin. Un point, l'assurance n'est pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Les assureurs n'assurent que ce qui est assurable. Donc, si on décide effectivement de prendre une assurance, et je le conseille vivement, il faut en plus, bien évidemment, avoir mis en place une PSSI, donc une politique de sécurité du système d'information, pour effectivement pouvoir bénéficier des services de son assureur.
Merci Olivier. Une deuxième question qui portait, la menace évoluant vite, comment est-ce qu'on peut maintenir son SI au bon niveau de protection? Est-ce que là-dessus, Olivier, ou peut-être Laurent? Il y a à votre disposition une source d'information assez inépuisable à l'ANSSI et chez Cybermalveillance. Donc vous avez le premier site à suivre, c'est le site du CERT France, CERT-FR, sur lequel vous retrouverez des bulletins quotidiens d'informations sur les nouvelles vulnérabilités. Après, on l'a évoqué tout à l'heure, un des points sur lesquels vous devez vraiment être vigilant, c'est la mise à jour de vos systèmes et de vos applications. Les éditeurs de logiciels et les fabricants de matériel avec qui vous travaillez proposent des mises à jour de leurs équipements. Il faut absolument les appliquer puisqu'en général, elles concernent des mesures de sécurité sur des nouvelles vulnérabilités identifiées. Donc il faut avoir une politique de mise à jour de vos systèmes et prendre des contrats, si nécessaire, auprès de vos prestataires de services pour effectivement garantir la fourniture de ces mises à jour. Merci beaucoup. Est-ce que Laurent, tu voulais compléter sur cet aspect, comment on s'adapte à la menace? Je pense que tout a été dit, donc on ne va pas faire de redite, hein, mais bien évidemment, les systèmes d'information comme les équipements, machines-outils numériques et autres robots de l'usine, j'allais dire de façon banale, méritent la même attention, et cette notion de mise à jour et de suivi des vulnérabilités potentielles des équipements se fait d'abord en collaboration avec les constructeurs et les éditeurs de solutions. Ça, on l'oublie parfois. Le cycle de vie de ces équipements joue sur justement cette notion de politique de mise à jour, pour une raison simple, c'est que malheureusement, en général, il est plus facile d'attaquer que de se défendre, et les vulnérabilités poussent, j'allais dire, tous les jours comme des champignons, et on découvre des failles ou des usages détournés, et ça pose des soucis pour l'entreprise. Alors, je pense que c'est relativement nouveau dans certains domaines sectoriels, et puis dans le domaine industriel, il faut l'intégrer dès le moment où on est en full numérique dans son usine de production notamment. Pas que, comme vous l'avez compris, mais notamment. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Je vois qu'il est 14h38, on a un peu débordé, mais c'était important de répondre à ces questions. Merci surtout aux intervenants d'être venus partager leur expertise sur le sujet. Merci à la région de nous avoir accueillis ici dans ce studio. Merci à vous qui nous avez écoutés et bonne continuation dans les conférences et les rendez-vous Vive Industrie.